C'est lancé pour cette conversation ce soir. Très chers téléspectateurs, il est annoncé qu'après la pause, nous allons ouvrir nos antennes pour vous qui nous regardez pour partager sur ce sujet, l'IEB-Limal et l'IMOCO. On a parlé de l'IEB-Limal.1, l'IEB-Limal.2.0 et consorts. On va en débattre tout au long de cette émission de Diasporama. Mais je voudrais commencer avec Monsieur Honoré Tapoko pour qu'il nous explique un peu de façon technique ce que c'est en termes de cybercriminalité et crypto-monnaie. Alors, Monsieur Honoré, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs sur cette affaire de l'IEB-Lima, l'IMOCOIN et tout ce que ça comporte? Non, je pense que, Maréchal, avant de parler de l'IEB-Limal et de l'IMOCOIN, je pense qu'il faudrait déjà parler de la confusion entre la monnaie et la technologie, parce qu'il faut déjà dire que c'est une technologie. Pourquoi c'est une technologie? Parce que au départ des échanges financiers, il y avait ce qu'on appelait le troc, c'est-à-dire que est-ce que je peux avoir un mouton, je peux échanger contre un bœuf. Et si je pouvais faire cet échange, on pouvait faire l'échange, mais le problème c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait pas faire l'échange parce que peut-être je veux donner mon mouton, mais je n'ai pas besoin du bœuf, juste pour que les gens nous comprennent bien. Je n'ai pas besoin du bœuf, et alors après, on est passé à dire que, ok, est-ce qu'on peut créer, et c'est là où c'est avenu le fait qu'on crée ce qu'on appelle les coins, les monnaies, c'est-à-dire la pièce d'argent. Il faut savoir que la première pièce d'argent, c'était en argent ou en or, parce que ça avait une valeur dans le temps. Ça, c'est avant les banques, c'est-à-dire que la monnaie d'échange, c'était l'argent et la pièce d'argent et la pièce d'or qui avaient une certaine valeur. Et donc, on pouvait faire les échanges parce que je pouvais acheter avec, et puis je pouvais acheter tout avec sans avoir besoin d'échanger quelque chose. Mais après, il y a eu les gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Les gouvernements nous utilisent la monnaie qu'on connaît aujourd'hui avec le billet de banque et la monnaie. Mais la valeur de la monnaie, le billet de banque, c'est quoi? C'est parce que le gouvernement a dit que ça a une valeur. C'est parce que le gouvernement a dit que, ok, dans mon territoire, imaginez un seul instant, vous prenez, même si vous prenez quelque chose qui a une valeur, c'est-à-dire que vous allez au Cameroun, vous prenez 100 000 CFA, vous venez aux États-Unis, vous venez à Marshall, est-ce que vous allez payer à Marshall avec ces 100 000 ou bien à Costco, est-ce que vous pouvez payer avec ces CFA ici aux États-Unis? Vous n'allez pas pouvoir payer parce que tant que vous n'avez pas encore converti, ça n'a pas de valeur. Et donc, ça c'était les échanges avec les... Mais le problème, ces nouvelles échanges, ces monnaies qui peut-être... Parce qu'il faut savoir, la monnaie, c'est la feuille de papier. N'est-ce pas? Ce feuille de papier a une valeur parce que le pays a accepté que ça a une valeur et aussi parce qu'il y a les banques centrales au milieu. Et puis après, on est passé à dire que, ok, est-ce qu'on va marcher avec 1 million? Est-ce qu'on va marcher avec 2 millions? Et c'est là où est venue maintenant la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est quoi? Les crédit cards, les debit cards. Et on a dit que, ok, si on reconnaît ça et que la banque au milieu peut accepter que c'est pour l'échange, alors on va te donner la carte au lieu de te donner pour la pièce ou bien le billet. Et donc, les gens doivent comprendre donc cette évolution de la monnaie avant d'arriver maintenant à la crypto-monnaie. C'est quoi donc la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est qu'on enlève la banque centrale qui est au milieu, c'est-à-dire on est à l'aide des crédit cards et des débit cards. Et donc, la crypto-monnaie, c'est de dire que est-ce qu'on peut continuer à faire les mêmes échanges, mais ces échanges seront garantis par tous les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux faire un échange ici? Que Maréchal, les ordinateurs qui sont au Cameroun, qui sont en Russie, qui sont aux États-Unis, qui sont au Japon, est-ce que tous ces ordinateurs peuvent vérifier qu'il y a eu transaction? On n'a pas besoin de banque centrale au milieu, mais est-ce que tous ces ordinateurs peuvent vérifier dans ce qu'on appelle la blockchain qu'il y a eu transaction? Et si ces ordinateurs peuvent vérifier et accepter qu'il y a transaction, alors la transaction est validée. Et donc, il faut que les gens comprennent. Sans toutefois vous couper, est-ce que pour le cas de l'IEB-Lima, est-ce que c'était vérifiable? Non. Le problème,
c'est non parce que il faut que les gens comprennent again la différence qu'il y a entre les simcoins, les limocoins et par exemple la bitcoin. C'est quoi la bitcoin? La bitcoin, c'est de dire que, et ce qu'on connaît, parce qu'il ne faut pas qu'on dise aux gens que la crypto-monnaie n'existe pas, elle existe, mais c'est quoi? C'est de dire que, est-ce que la bitcoin, par exemple, c'est de dire que, est-ce que les gens qui participent, et je t'ai expliqué que c'est une technologie qui peut être vérifiée parce qu'il y a un ensemble d'ordinateurs qui participent à la chaîne. Bon, maintenant, les crypto-monnaies comme la Bitcoin, c'est de dire que, qui ont été créées par la Silicon Valley, qui a été créée parce qu'il y a un ensemble de technologies derrière. Est-ce que ça peut être accepté par tous ceux qui participent pour dire que c'est un moyen d'échange, un peu comme si Maréchal de biens, je pars quand on parle de token, c'est-à-dire que est-ce que si je pars à Costco, j'achète la gift card, j'achète la gift card d'Amazon, je te donne. Je ne t'ai pas donné l'argent, je ne t'ai rien donné, mais le problème c'est que si tu amènes le numéro sur le website d'Amazon, ça va accepter le token qui a une série de numéros et que l'ordinateur va accepter parce que ça va représenter l'argent. Et donc c'est la même chose. Et pourquoi les trucs comme la Bitcoin ont une valeur? Parce que tous ceux qui participent au système ont accepté que ça a une valeur. Bon, maintenant, quelle est la différence avec le Yebliman? C'est de dire que tu as créé ta propre monnaie qui n'est ni représentée dans ton pays, ni acceptée par la communauté informatique, ni a une valeur nulle part. Et donc, ça n'a pas de valeur parce que même ce qui a de valeur, si tu amènes ça quelque part qui n'est pas reconnu, ça n'a pas de valeur. Et de deux, pour revenir à la technologie, il faut savoir que ce n'est pas relié sur la chaîne des ordinateurs qui valident les transactions de crypto-monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Honoré. J'ai vu Solange se bouger un peu pendant que vous étiez en train de parler. Là, elle a certainement quelque chose à dire, Solange. Par rapport à la crypto-monnaie, oui, la crypto-monnaie, je vais juste faire un petit résumé de ce que je connais et ce que j'ai lu de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une monnaie fictive, on imagine. C'est une monnaie imaginaire créée par un groupe ou un individu pour faciliter les échanges et, comme a dit Honoré, contourner les intermédiaires, c'est-à-dire les banques. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des intermédiaires, mais pas des intermédiaires régularisés. Tu vois, mais par rapport à ce que lui vient de dire, moi j'ai plutôt lu avec Liman, il est représenté dans 2 pays. C'est dommage que sa monnaie n'est pas représentée dans son pays, mais il est représenté en Chine et en Russie. Sachant si sa monnaie est valable ou pas, il faut beaucoup plus investiguer sur cette nature de la monnaie, de Simcoin, parce qu'il parle du Sim au Simcoin. Il a essayé de créer sa plateforme, il a créé sa plateforme. C'est une aventure financière. La crypto-monnaie est une aventure financière. Et puis, il se bat dans ce domaine pour pouvoir représenter sa monnaie. Il a été reconnu en 2018 et 2019 comme une des meilleures monnaies qui circulent en Afrique. Monnaie fictive, d'accord? Bon, sans vous couper, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, mais en réalité au départ avec l'IEBLIMA, ce n'était pas la crypto-monnaie, n'est-ce pas? C'était un échange. Même la crypto-monnaie au départ, quand tu vois même le concept de la crypto-monnaie avait été créée pour sécuriser. Juste mesure de sécurité, les gens pouvaient stocker leur argent et puis ça a évolué. Il y a eu une tentative de crypto en 1980. Qu'on appelait le cash app, qui a échoué. Avant de revenir en 2009, c'est un concept qui est en train d'évoluer. Et plus nous allons parler, plus nous entrons dans l'évolution de ce concept. Tu vois? C'est un concept, c'est dans tous les pays, même aujourd'hui, je lisais encore aux États-Unis, même aux États-Unis, ils essayent de trouver des moyens comment définir cette monnaie, comment la protéger. Le problème de la crypto est qu'elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas régularisée. Il y a plus de restrictions en crypto-monnaie, il y a plus de restrictions en crypto-monnaie que de régulation. Et c'est dans tous les points, ça va de tous les points, tous les côtés. Même si tu regardes aux États-Unis, le crypto n'est pas régularisé. Oui, le Bitcoin est un peu plus fiable que le SIM, mais je crois que le SIM est en train de prendre de l'ampleur. Alors merci. Alors Lisa, on va parler de crypto-monnaie avant d'entrer de vif dans le sujet
l'IEB Lima 1.0, SimCoin, LimoCoin. Alors, Prudi, d'après vous, hein, je sais que vous êtes une personne aussi bien éclairée en matière de finance. Alors, la crypto-monnaie, comment la définissez-vous? Tout simplement une monnaie digitale. C'est une monnaie digitale. Et il faut comprendre l'origine. Qu'est-ce qui a poussé les gens à avoir une monnaie digitale? C'est simplement parce que à un moment donné, il y avait énormément de restrictions au niveau des banques et pour les échanges. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, c'est facile d'envoyer de l'argent à quelqu'un n'importe où dans le monde à moins de frais, sans forcément s'aligner quelque part, sans forcément qu'il y ait des restrictions comme au niveau, par exemple, des structures d'échange d'argent traditionnelles ou enfin, de transfert d'argent traditionnel que les gens avaient l'habitude d'utiliser. Parce que quand vous y allez, on vous donne des limites, on vous demande une paperasse immense quand vous arrivez à un certain type de montant. Donc, je pense qu'il y avait un besoin, en dehors de ce que mes companéristes ont mentionné, il y avait un besoin de trouver une alternative, une monnaie alternative en fait. Et l'un des noms qu'on donne à la crypto-monnaie, c'est que c'est une monnaie exotique. Simplement parce que les gens, à un moment donné, ont besoin de trouver une monnaie qui s'adapte à leurs besoins et à leurs échanges. Et je crois que c'est comme une sorte de démocratie financière, si on peut appeler ça comme ça. Alors, Prudi, hein, toujours restant avec vous, alors, tel que défini, hein, normalement, aussi simplement, le passage de l'IEB Lima, dont on en parle ce soir, de ce business conventionnel à la crypto-monnaie ne devrait pas poser problème. Alors, c'est quoi donc le problème alors si les gens... est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il y a un problème de paiement réellement? Ou les gens sont simplement moins informés? Et là, Charles, je vais être sûr que la question est liée exactement à des plus mal et la situation de crise qu'elle traverse en ce moment, c'est ça? Tout à fait. Oui. OK. Premièrement, je voudrais donner un full disclosure ou disclaimer. Je ne suis pas investisseur dans les primaires. Je ne peux pas me targuer de comprendre, de maîtriser le système de l'IEPRIMAL. Et donc, par conséquent, je ne peux pas forcément décrire les choses telles qu'elles sont. Donc, je vais m'abstenir de parler du point de vue de l'IEPRIMAL. Mais je vais parler du point de vue de la crise qui se passe en ce moment et la panique qui se passe en ce moment dans les esprits des personnes qui ont investi dans l'IEPRIMAL qui m'entourent. Donc moi, je vais aller sur un point de vue complètement empirique. Je n'ai pas utilisé l'IEPRIMAL, je n'ai pas investi dans l'IEPRIMAL, donc je ne peux pas parler en tant qu'experte. Mais je vais parler en tant que financial coach à des personnes par rapport à des personnes qui m'ont approché pour présenter ce qu'ils traversent en ce moment. Je voudrais qu'on reconnaisse premièrement qu'un investisseur, et j'aimerais que ce soit, on ait l'opportunité de parler énormément d'éducation financière. C'est pour ça que je suis heureuse que maman Solange soit là ce soir, parce que au-delà de tout, on ne peut pas être là seulement pour tirer à bleu rouge sur la structure et les personnes qui y ont investi, mais il faudrait que ce soit une opportunité pour se demander what are the lessons learned and what should we do moving forward. Et donc, dans le cas d'espèces, je voudrais qu'on comprenne l'état d'esprit dans lequel se trouvent les personnes qui ont investi en ce moment, parce que je ne pense pas que le problème soit la crypto-monnaie ou bien la monnaie en tant que telle qui a été créée par le fondateur de l'IEPRIMAL. Le problème se trouve au niveau de système qui a été mis en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce que c'est une pyramide de Ponzi? Les gens se demandent, est-ce que cet argent qui a été investi a vraiment été investi en retour dans le système de la crypto-monnaie? Ou alors, est-ce que cet argent a été utilisé comme dans le système classique de Ponzi où les premiers investisseurs, on a utilisé leur argent pour les payer et les inciter à aller chercher d'autres futurs investisseurs. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas forcément si cet argent a été investi ou pas dans la crypto-monnaie, mais c'est plus du fait que beaucoup n'arrivent plus à rentrer en possession des gains qui leur avaient été présentés, pour ne pas dire miroités dès le départ.
Et je pense que c'est là où la crise se situe maintenant. C'est que comme Honoré l'a mentionné tout à l'heure, évidemment, au départ, quand on vous présente un concept comme celui-là, c'est très alléchant. C'est très alléchant avec des gains immenses dont on a jamais entendu parler. Les 35, 45, 50, 70, 100% même de retour sur investissement en l'espace de quelques mois. Donc, pour ceux qui ont investi longtemps avant, évidemment, ils ont pu rentrer dans leurs frais, ils ont même pu faire des gains colossaux. Et beaucoup d'entre eux ont témoigné. Mais autour de moi, j'ai affaire à des personnes qui ont investi plus récemment. Et donc, du coup, eux, parce que la pyramide, s'il y en a une, c'est étendu selon ce qu'ils disent. En ce moment-là, il n'y a plus assez de fonds pour pouvoir payer toutes les personnes qui ont rejoint ce système-là. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer en tant qu'experte de l'IEPRIMAL, mais j'ai envie de m'exprimer pour dire les gens ont besoin d'une éducation financière pour comprendre le niveau de risque qu'ils prennent. Et c'est pour ça que pour terminer mon propos, je voudrais à l'avenir, quand on veut investir, se demander quel type d'investissement, à quel type d'investissement est-ce que j'ai affaire? Est-ce que c'est un investissement traditionnel, classique, stable, avec peu de risques comme un savings account, un CD account, ou bien le real estate, où je peux voir l'immeuble qu'à tout moment je peux mettre en liquide en vendant? Est-ce que c'est plutôt des options en bourse? Est-ce que c'est plutôt les stocks d'une entreprise comme Apple, comme Facebook et tout ça? Il faut comprendre à quoi ce dans quoi j'investis. Si maintenant on va dans les investissements exotiques, comme je disais, et il y en a beaucoup en dehors de l'IEPRIMAL, il faut en ce moment comprendre que le risque est plus élevé. Et moi, dans mon cas, je suis investisseur. Et dans 100% de mes investissements, en général, il n'y a que moins de 5% qui est consacré à des investissements exotiques. Donc, j'aimerais qu'on en profite ce soir vraiment pour comprendre la douleur dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes. Moi, je compatis à vous tous qui êtes là dehors et qui avez investi et vous n'arrivez pas à rentrer dans vos fonds. Je compatis et l'opportunité que Média 2 nous donne aujourd'hui, c'est de pouvoir en profiter pour nous donner des informations qui vous aideront à prendre des décisions plus informées à l'avenir ou alors des décisions plus idoines par rapport à votre niveau de tolérance de risque. Voilà un peu ce que je peux apporter par rapport à la situation actuelle. Merci Prudi, merci pour ces explications. Nous avons aussi à notre niveau mené des investigations et il se dit déjà même que dans l'état du Cameroun, ce business n'est pas légal, il n'est pas légal du côté du Cameroun. Donc vraiment, comme le dit Prudi, cette émission n'a pas pour but de tirer sur le propriétaire de l'IEPRIMAL, mais c'est davantage pour éclairer, parce que les fourberies financières, ça existe et ça existera toujours. Il y aura d'autres opportunités qui se présenteront à vous. On parle de l'IEPRIMAL aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont perdu dans la bourse et même dans la crypto-monnaie. Donc, Monsieur Honoré, pour vous relancer, on parle ce soir du cas de l'IEPRIMAL, mais est-ce que on ne va pas plutôt, comme le dit Lisa Prudi, interpeller nos frères et sœurs à beaucoup d'éducation, ou bien se rapprocher de ceux-là qui peuvent les éduquer en matière de finances avant d'investir quelque part? Non, je pense que Lisa Prudi, elle a tout dit quoi en termes de parce que lorsqu'on parle de structure, il y a moi je viens plutôt d'un autre domaine, c'est-à-dire je viens du domaine de la cybersécurité. On peut